Allons maintenant accueillir le directeur d'Aura Créative, pôle d'excellence qui stimule l'innovation de la filière et contribue au rayonnement international des Hauts-de-France. On accueille Emmanuel Delamarre. Emmanuel, oui, où vous voulez. Il y a 4 places. Installez-vous tranquillement. Merci de votre présence, Emmanuel. En quelques mots, quelle est la mission d'Aura Créative pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore? Alors, je crois qu'il y a quelques personnes qui nous connaissent ici, ici près. La mission elle est extrêmement simple, c'est accélérer le développement économique et stimuler l'innovation de cette filière qui est celle des industries culturelles et créatives, avec un zoom particulier sur 5 composantes de cette filière, l'audiovisuel, le jeu, la musique, le spectacle vivant et le design, qui sont en fait des secteurs d'activité déjà forts sur ce territoire. Vous êtes au cœur de l'écosystème des ICC dans les Hauts-de-France. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce modèle régional d'accompagnement? Pourquoi ça fonctionne si bien? Alors déjà, on a une histoire très longue avec la question de la création. On est un territoire historiquement industriel avec le textile qui a marqué beaucoup ce territoire. Et le textile en lui-même, c'est une industrie culturelle et créative. Bien sûr. Il y a 150 ans, il y a des hommes et des femmes qui dessinaient des motifs, qui créaient des textiles, et ensuite il y a des gens qui codaient ces machines jacquard. On n'utilisait pas le mot coder à l'époque pour produire et pour développer. C'est vrai. Et donc on a cette culture-là, on est un des premiers territoires à avoir eu une école d'art appliqué. Donc c'est aussi important, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'art, mais il y a l'art appliqué, on a été vraiment ce territoire-là, donc on a ce terreau-là extrêmement fort. Et il y a une quinzaine d'années maintenant, la collectivité, à commencer par la métropole, accompagnée de la région, a eu cette vision autour des industries culturelles et créatives. Alors, presque, le mot n'était pas utilisé à l'époque. Il y avait un petit côté Monsieur Jourdain, il y a 15 ans, avant qu'il y ait ce coup de projecteur de ces dernières années avec la French Touch et puis France 2030, de se dire, c'est une industrie, on a des champions sur le territoire, des champions qui étaient à l'époque en train de se développer. Et c'est une filière, on va l'accompagner. Et pour l'accompagner, donc on va proposer des lieux, on va mettre dans des mêmes endroits le monde économique, le monde de la recherche, le monde de l'enseignement, qui sont souvent des mondes qu'on sépare. Alors on les a rassemblés. Symboliquement, on a mis tout ça dans une ancienne usine textile, donc dans un quartier qui s'appelle la Pleine Image. On est quelques-uns ici à y vivre au quotidien. Et donc à partir de ce lieu, et dans ce souvenir de cette cathédrale industrielle, de développer cette nouvelle économie très basée sur la technologie, parce que les industries culturelles et créatives, quand on parle d'audiovisuel, quand on parle de musique, on l'oublie souvent, ce sont des industries technologiques. Le cinéma est né d'une découverte technologique qui en a fait un business et un art. Le monde de la musique, le jour où on a pu l'enregistrer et on a pu la diffuser et l'amplifier, c'est devenu une industrie nouvelle. Et donc on a cet ADN-là du développement et du développement à partir de la tech pour développer de l'économie. Et donc pour ce faire, on a créé à la fois un incubateur, donc un lieu où on vient accompagner des gens qui veulent créer leur entreprise et développer leur entreprise dans ces filières, et spécifiquement dans ces filières, parce qu'il y a des spécificités dans nos domaines d'activité. Et on en discutait tout à l'heure, même quand on parle d'ICC, il y a une pluralité d'activités, avec une pluralité de modèles économiques derrière, des enjeux très différents. Donc il faut une connaissance fine de ces marchés pour pouvoir accompagner au mieux les entrepreneurs. Donc c'est vraiment la brique de départ. Et puis ensuite de pouvoir les héberger, de les projeter vers les marchés, en France comme à l'international, de les aider dans la question du recrutement et des talents. On a la chance, on l'a rappelé tout à l'heure, d'avoir sur ce territoire, au niveau de la métropole, au niveau de la région, des écoles d'excellence qui rayonnent partout dans le monde. Et ça, la guerre des talents, ce n'est pas un vain mot, c'est quelque chose de très important pour nous. Et ça permet aussi d'attirer des boîtes étrangères à venir s'installer. Et de quoi financer ? Donc avec des outils pour financer les entreprises, mais aussi les projets. Voilà, on a un outil fabuleux, mais Godefroy en parlera vachement mieux que moi, qui est Pictanovo pour financer les œuvres. On a ce qu'a monté l'IRD avec Side Invest. On a tout le monde bancaire aussi qui a compris que notre domaine avait un vrai enjeu, donc on peut accompagner là-dessus. Donc on a tous ces domaines-là qui sont assemblés, et puis derrière, on va aussi associer le monde de la recherche, le monde académique, parce que pas d'innovation sans recherche. Et voilà, ici, dans un lieu, on est ici à l'Institut catholique de Lille, voilà, on est au cœur d'un des... On est au cœur de ça, on va avoir des chercheurs avec nous cet après-midi aussi. Voilà, et que ce soit l'ICL ou l'Université de Lille sont membres d'Aura Créative, parce qu'il faut pouvoir travailler aussi en amont sur ces sujets d'innovation.
et parfois faire comprendre à nos entrepreneurs que la recherche, ça peut les aider, et de l'autre côté, à certains chercheurs, que les domaines de recherche sur lesquels ils sont peuvent avoir les industries culturelles et créatives comme marché d'application. Et donc, on a un gros travail de pédagogie aussi à faire là-dessus. Bien sûr, il y a une dynamique, c'est sûr. Mais malgré cette dynamique, il y a aussi des freins. Quels sont les obstacles qui aujourd'hui ralentissent la croissance des ICC? Multiples. On est dans un moment un peu compliqué. Il faut être C'est très vrai. transparent sur certains secteurs d'activité. On a pas mal souffert, le monde de l'audiovisuel, même le monde du jeu vidéo. Alors, parce que des nouveaux modes de produire, la plateformisation, enfin je ne vais pas faire un exposé là-dessus, mais sur les 10, 15, 20 dernières années, un changement de modèle dans les modes de diffusion, si on parle de l'audiovisuel. Si on regarde le monde de la musique, un changement lui, qui a commencé plutôt dans le début des années 90 avec tout doucement le CD qui s'effondre et de devoir réinventer complètement le modèle économique. On est seulement aujourd'hui revenu, on vient juste de redépasser le chiffre d'affaires mondial de ce qu'était la musique, la musique enregistrée il y a 30 ans. Et il a fallu 30 ans pour récupérer cette courbe. Et on est passé du CD, on a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, les téléchargements, on a presque oublié. On se souvient tous, hein, quand même. Bah ouais, Non, mais non. et ensuite les plateformes. Et aujourd'hui, voilà, avec les Ouais. plateformes, alors ce monde de la musique s'est pas laissé mourir. Il a bougé et il a permis. Voilà, on n'a jamais eu autant de concerts, etc. Donc ça a venu créer de nouvelles choses. Mais voilà, donc c'est un moment qui est de réinvention. On a parlé IA tout à l'heure. Ça bouscule le mode de faire. Voilà. Et donc comment on intègre ça dans l'échelle? Et on est encore un peu tôt là-dedans, même si en fin de compte, l'IA est très présente depuis longtemps dans le domaine. La première fois qu'on a crédité un directeur de l'IA dans un jeu vidéo, c'était en 2009. Bah, c'est pas hier matin, c'était il y a plus de 15 ans. Donc il y a vraiment cet élément-là. Donc il faut défendre la création, il faut défendre la juste rémunération des créateurs. Ça, c'est un enjeu majeur. C'est le nerf de la guerre aussi. Quand on est le pays qui a Oui. inventé les droits d'auteur, Mm. enfin, quel mouvement on peut avoir aujourd'hui pour réaffirmer notre place? Alors, c'est peut-être pas au niveau de la France, c'est peut-être l'Europe, mais C'est des sujets qu'on va explorer encore cet l'Europe, quel après-midi numéro, aussi. enfin, interrogation, mais il y a vraiment Oui. un enjeu là pour la souveraineté, pour réinventer tout ça, parce que en protégeant ça, ça permet aussi de générer de l'économie derrière. Bien sûr. Merci beaucoup, Emmanuel Delamarre, d'avoir été Merci à avec nous. tous. Nous allons accueillir deux autres acteurs majeurs des ICC dans la région, bien sûr, qui travaillent chacun sur des terrains très concrets et très complémentaires. Hélène Duré, directrice et conservatrice de deux institutions culturelles emblématiques à Roubaix, la piscine et la manufacture, et Godefroy Vujicic, Godefroy, directeur général de Picta Novo, l'organisme qui met en œuvre la politique régionale de soutien à la production audiovisuelle et cinématographique. Godefroy, venez nous voir. Merci beaucoup. Merci de votre présence tous les deux. Un chiffre, chaque année, 7,15 millions d'euros sont investis pour consolider la filière des industries créatives dans les Hauts-de-France. Bonjour à tous les deux. Godefroy, pour commencer, quand on dit que Picta Novo met en œuvre la politique régionale de soutien à la production audiovisuelle et cinématographique, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ça veut dire qu'on a une confiance du politique, parce que j'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce qui a été dit depuis ce matin, et évidemment sur quoi on ne peut que adhérer, mais qu'il y a une vraie chance que nous avons dans la région de France, c'est d'une part d'avoir cette confiance du politique, et d'autre part de bénéficier d'une liberté totale. Je pense que la liberté est un élément fondamental, à savoir qu'on est totalement libre de promouvoir et de porter des projets entrepreneuriaux, de porter des projets sans avoir aucune contrainte ou ordre au niveau du politique. Et donc c'est une vision qui date de 1985, parce que le CRAV, Centre de ressources régionales audiovisuelles, a été fondé avec une vision politique en 1985. A fusionné avec le Pôle Image en 2013 pour donner naissance à Picta Novo, et a considérablement accéléré avec l'exécutif, donc et l'arrivée du président Bertrand, en multipliant par 2,5 les enveloppes d'investissement, et ce qui nous a permis d'être un des 3 territoires prioritaires. On en parlait il y a quelques instants sur la grande fabrique de l'image. Le président de la République, à l'époque, avait fléché pour faire de la France à l'horizon 2030
le leader européen, 3 territoires prioritaires, l'Île-de-France, l'arc méditerranéen, donc dans sa globalité, et le Nord, donc les Hauts-de-France. Donc ça, c'était un point important. Et si vous me permettez, donc, juste de faire un petit... on a parlé beaucoup d'ensemble depuis tout à l'heure. C'est vrai. Mais moi, je voulais apporter peut-être un regard un peu... faire un pas de côté. J'ai eu la chance d'être étudiant au Conservatoire national supérieur de musique de Paris en violoncelle, où il y avait les danseurs qui étaient là tout à l'heure. Et on a été... je rappelle juste, qui a été fondée par Napoléon, à la fin du XVIIIe siècle, et donc avec 2 autres institutions majeures qui étaient l'école polytechnique Saint-Cyr et le Conservatoire de Paris, qui étaient 3 écoles d'excellence qui ont permis en fait à la France de rayonner à l'international, ce qu'on a un peu tendance à oublier, mais on a été aussi vecteur de rayonnement au niveau international sur toutes ces questions musicales. Et qu'est-ce qu'on a appris encore plus récemment à l'intérieur de ces écoles? Que c'était important d'être transversal et de décloisonner les choses, parce que c'est aussi comme ça qu'on se enrichit les uns les autres, qu'on partage, et que ça nous permet de progresser fort de nos expériences et de nos regards complémentaires, les uns sur les autres et les uns avec les autres. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de construire aussi au niveau régional avec les parcs d'innovation, dont Euracreative Pleine Image, et avec le pôle d'excellence qui est Pictanovo. Et également, on a parlé d'éducation artistique et culturelle tout à l'heure, c'est fondamental. La transmission est fondamentale, j'en parlais avec le conservatoire. Et de parler également de diffusion, avec notamment une autre agence régionale qui est la CAP, qui permet aussi parce que c'est bien d'avoir des contenus, de créer, mais après c'est bien de le faire savoir, parce que c'est un peu peut-être une piste d'amélioration régionale. J'entendais souvent, on est des faiseux, on n'est pas des diseux, peut-être soyons des faiseux en le faisant savoir. Oui. Ça peut être pas mal. Juste le pas de côté, ça m'intéresse beaucoup aussi, parce que vous avez été musicien, vous êtes violoncelliste, vous avez enseigné aussi. Vous naviguez dans les 2 univers en quelque sorte. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté, vous a enseigné? Je pense que ça m'a permis de regarder les choses un peu différemment, parce que j'ai eu la chance de diriger une salle de diffusion, donc musique dans ce théâtre à Paris, l'auditorium Rostropovitch, donc 17e arrondissement. Et ça m'a permis aussi de produire des spectacles avec des contingences un peu différentes de celles de l'audiovisuel et du cinéma, parce qu'on a ce rendez-vous à un instant T où on doit délivrer un peu comme un vernissage ou comme d'autres points de production qui sont des rendez-vous qu'on ne peut pas rater. Et donc c'est extrêmement enrichissant, et ça permet aussi de faire ce pas de côté. Et je vous dis vraiment en réunissant un peu tout ce qui était part, ça permet vraiment d'essayer de tendre à une forme de quintessence. Bien sûr. Hélène Duret, à nous, vous êtes directrice et conservatrice du musée La Piscine à Roubaix, une institution vraiment emblématique qui mêle patrimoine, art et création. Si vous y êtes allé, c'est juste sublime, vraiment. Vous venez aussi de prendre la direction de la manufacture, je l'ai dit tout à l'heure. Patrimoine et innovation, ça peut sembler un peu opposé du prime abord. Comment on innove dans un musée comme La Piscine sans trahir en quelque sorte l'esprit du lieu? En réalité, patrimoine et création, c'est intimement lié, parce que ce qui est patrimoine aujourd'hui était création hier. Et je pense que peut-être la première réponse à votre question, c'est évidemment qu'on est encore en lien hyper étroit tous les jours avec des artistes vivants qu'on a aussi vocation à exposer dans nos espaces. Bien sûr, on va d'ailleurs lancer à partir de 2027 un programme d'invitation à des artistes pour investir notre parcours permanent. On démarrera avec le photographe Thomas Deveau, donc on vous donne déjà rendez-vous. Et puis la création, elle est aussi au sens large dans
dans nos métiers au quotidien, dans le fait de réinventer nos modes de faire en permanence pour toujours tendre la main à tous les publics. On a parlé d'éducation artistique et culturelle, et évidemment, c'est un des points clés de nos musées parce qu'on est là pour montrer, pour faire participer nos visiteurs. Et donc, il y a aussi beaucoup d'inventions simplement dans la politique de diffusion, dans les politiques de médiation, par exemple sous l'angle du design universel, du participatif. Je pense à un exemple, par exemple, qui va arriver dans les prochains mois. Pour la prochaine nuit des musées en mai, on va monter un partenariat avec le Crous pour un défilé upcyclé. On est là vraiment dans quelque chose qu'on n'a jamais fait, et en fait on passe nos vies à faire des choses qu'on n'a jamais faites, et c'est ça aussi qui est formidable. Et puis évidemment on est aussi en lien étroit avec les entreprises, et là c'est sans doute un petit peu la particularité des musées roubaisiens qui ont une histoire très atypique avec le monde de l'entreprise parce que les musées en sont nés très directement, aussi bien la piscine que la manufacture. Et donc, on continue toujours à être en lien étroit avec les entreprises créatives du territoire qui sont très nombreuses, très dynamiques, pour inventer aussi de nouveaux partenariats et de nouvelles interventions. Comment aller plus loin? Qu'est-ce qui l'aiderait encore à stimuler donc, la création et l'innovation dans un musée comme la piscine? Alors, il y a évidemment une question de financement, et puis je rejoins ce qui a été dit sur le fait de vraiment voir les financements comme un retour sur investissement, et puis c'est vraiment la façon dont on envisage, nous, notre politique partenariale, et en particulier notre politique de mécénat. Évidemment, on est toujours très heureux d'obtenir des financements publics ou privés, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de construire des partenariats de long terme qui soient aussi des enrichissements pour les entreprises avec lesquelles on travaille, et c'est tout le sens de notre cercle Les Entreprises Mécènes, qui est là aussi un montage assez atypique pour un musée territorial, donc un cercle qui constitue une association des grandes, des petites entreprises de différents secteurs, avec qui on a créé vraiment une forme de communauté, de soutien, d'ambassadeurs du musée. Magnifique, merci beaucoup encore à tous les trois pour cette table ronde concrète, très claire. Merci à vous, je vous laisse regagner vos places, on peut les applaudir très fort. Merci. Nous enchaînons avec un autre exemple de